Bon, bonsoir à tout le monde. Donc on va faire un grand retour en arrière ce soir, puisqu'on vous présente une enquête qui a été faite il y a une quarantaine d'années, à la fin des années 70, et qui a été publiée donc chez Berger-Levrault en édition en 81, et auquel ont participé donc trois architectes, Vincent Barré, qui était... alors Vincent Barré et Patrick Berger avaient autrefois déjà un cabinet d'architecture, rue Lomont. Ils étaient déjà installés dans la vie professionnelle. Laurence, toi, tu travaillais aussi, tu étais installée dans un cabinet d'architecture. Et moi, j'étais donc déjà au CNRS à l'époque. Et donc, un peu pour retracer comment les choses se sont nouées, comment Panaoti a été choisi, c'était... à l'époque, mon directeur était Corneille Geste, et ethnologue, qui dirigeait une équipe interdisciplinaire sur le Népal. Et il avait participé à l'époque à une réflexion lancée par l'UNESCO sur la préservation des monuments historiques et de l'héritage culturel de la vallée de Katmandou. Et il avait fait, dans cette équipe, il y avait aussi John Sunday, architecte anglais établi toujours à Katmandou, et qui a restauré dans les années 70 le palais d'Hanumandoka à Katmandou, qui s'est écroulé 50 ans après, 40 ans après, au moment du tremblement de terre de 85, enfin pas entièrement, mais des parties. Donc c'est John Sunday finalement et Corneille Geste qui m'ont suggéré de faire une enquête sur Panaoti, et comme j'avais travaillé un petit peu, enfin Vincent Barré, qui était un de mes amis, m'avait aidé à relever le plan du village de Pyongyang que j'avais étudié avant Panaoti. Et donc je me suis tourné vers lui, et puis finalement on s'est constitué en équipe, et John Sunday et Corneille Geste nous ont installés à Panaoti, et c'est comme ça que tout a commencé, parce que Panaoti était un des éléments, une des villes, une des communautés qui participaient de l'héritage culturel néwar de la vallée de Katmandou. Néwar, et on va le voir aussi en partie indo-népalais. Donc c'est cette enquête ethno-architecturale, au départ ethno-architecturale, qui a abouti à des thèses de la part des... On a passé une thèse en 1999, et puis la publication de l'ouvrage en 1981. Dans une collection qui est appelée la collection architecture, qui est dirigée par Pierre Clément. Voilà, dirigée par Pierre Clément. Et mais c'était une originalité quand même d'avoir architecte et ethnologue ensemble à l'époque. Donc c'était très nouveau. Maintenant c'est monnaie courante. Maintenant c'est monnaie courante. C'est vrai que c'est, si vous voulez, autrefois de mélanger les disciplines, c'était un peu être superficiel et pas très spécialisé. Et maintenant, dans les contrats de recherche, on revendique justement cette dimension, ce mélange des disciplines. Alors, Vincent Barré a depuis, parce que donc le livre sorti en cadre, l'enquête a été faite, les terrains ont été faits en 77, 78 77, 76, 77. Et alors depuis, Vincent Barré et Patrick Berger, qui ne peuvent pas être là ce soir, Vincent s'est tourné à la suite de quoi il est devenu artiste, il a enseigné à côté à l'école des Beaux-Arts, il avait un atelier de sculpture. Patrick Berger a continué dans l'architecture, il a beaucoup construit. Oui, et puis il était également enseignant à l'école de Belleville et à l'EPFL, l'école de Lausanne. À Lausanne. La Technique fédérale de Lausanne. Il a beaucoup construit, vous savez, il a construit aussi la canopée au Forum des Halles, donc c'est lui, avec un architecte italien donc c'était une très bonne équipe. Une très bonne équipe qui était constituée dès le départ. Et puis donc moi, je travaille dans une agence, mais depuis, maintenant je suis dans l'enseignement. Voilà. Et ce premier travail, c'était finalement le début d'une recherche plus large qui a abouti à une habilitation à diriger les recherches sur le sens un petit peu de l'architecture, de l'aide apportée en tant qu'architecte. Et Laurence continue à travailler en association avec des sociologues, voilà, ethnologues de l'école des hautes études. Donc c'était vraiment le départ, la base. Et je crois que pour tout le monde, ça a été très important. Ça a été le point de départ de beaucoup de choses, de révélations et de choses qui nous ont poursuivis toute la vie. Bon, on reviendra un petit peu peut-être sur les acquis tout à l'heure.
Alors, donc c'est 81, et donc un éditeur népalais, Vajrabooks, m'a suggéré, puis j'ai accepté, de faire une nouvelle édition qui est exactement copie conforme de celle de 81. Il y a seule la couverture qui a changé, c'est un panorama de Panaoti, hein, le médaillon est conservé de ce qu'il y avait dans la première édition. Et donc c'est exactement la même édition, ça a été tiré à Katmandou. On n'en a pas d'exemplaire ce soir parce que l'éditeur est un peu compliqué pour acheminer les livres ici. Mais le livre est disponible par internet auprès de Pilgrim's Book, qui est le rival de Vajrabooks à Katmandou, et qui est un très bon éditeur qui a brûlé, mais maintenant qui s'est réinstallé à Tamel, à Katmandou, où le livre est disponible sur place, mais aussi en commande par internet. Voilà, donc le livre était exactement à l'identique. On va passer tout de suite au PowerPoint. Alors, simplement pour dire que c'est un exposé à 2 voix, mais qu'on était 4, c'était une équipe de 4, et que forcément chacun a son interprétation de cette expérience, et que les propos qu'on peut dire nous n'engagent que nous-mêmes. Ça n'a pas été facile, je pense que Laurence y reviendra, ça n'a pas été facile d'harmoniser les points de vue de l'ethnologue et des architectes dans l'ouvrage. Je pense que Laurence y reviendra tout à l'heure. Enfin, ça a été très enrichissant. Alors, voilà, Panaoti, ceux qui connaissent le Népal connaissent l'endroit, mais c'est situé donc pas dans la vallée de Katmandou, dans une vallée adjacente, la vallée de Banepa, même altitude que la vallée de Katmandou. Et le fond de la population est aussi Newar, et ça fait partie des anciens royaumes de Newar de la vallée de Katmandou, et donc de ce bassin de Banepa. La route est très mauvaise pour y arriver, encore aujourd'hui, elle a été refaite à plusieurs reprises, mais la route est toujours de Banepa, toujours aussi compliquée pour y arriver. Donc Panaoti, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais c'est une ville très commerçante, sans doute commerçante dès le départ, avec un complexe religieux aussi très important, et elle est située donc à la confluence non seulement de 2 rivières, mais aussi de routes de commerce locales qui reliaient Banepa, Kopachi, etc., qui sont des sites anciens, pratiquement médiévaux, de l'héritage de ce pôle Newar. Bon, on peut passer à la suivante. Alors voilà, donc il n'y avait pas, quand on est arrivé, il n'y avait pas de plan de Panaoti. Ça, c'est le plan qu'on a levé nous-mêmes. Il faut dire que maintenant, avec Google Earth, c'est très facile d'avoir des photos aériennes, mais là-bas, il n'y avait pas IGN avec les clichés aériens. Il y avait des cartes très approximatives et très petites, et donc c'était toute une histoire de pouvoir déjà relever la ville. Et donc ça a été, c'était aussi, les habitants ont eu sous les yeux la première représentation graphique. Il n'y en avait pas avant, sinon imaginaire. Bon, on va revenir tout à l'heure sur les dessins d'enfants, mais c'était quand même quelque chose qui nous a installé aussi aux yeux de la population locale, cette production de cartes que l'on a fait dès le départ. Alors voilà, donc ça c'est des photos qui datent d'une quarantaine d'années, des années 76-77, encore caractère très paisible, bucolique pratiquement de Panaoti. On voit la confluence de 2 rivières, la Rossikola et la Punyamati, et cette forme, ces 2 rivières donnent une forme triangulaire très typique à la ville de Panaoti, avec donc le complexe religieux qui est situé à la confluence, non pas de 2 rivières, mais il y a une 3e rivière souterraine, invisible, qui se jetterait à cet endroit-là, qui fait que c'est c'est très connu dans tout le Népal, comme tous les 12 ans, d'avoir une grande fête. On verra quelques images plus loin. Attends, tu peux revenir 2 minutes. Ici, c'est le temple d'Indreswar Mahadev, où je vais revenir dessus, mais c'est le grand temple, le plus grand temple, aussi très important d'un point de vue de l'architecture Newar, un temple ancien du XVe siècle, avec des tonachis, des jambes de force superbes, qui ont été bien préservées. Ensuite, donc ça c'est une vue aérienne que tu as trouvée. Ah bah oui, Google, donc 2008. 2008, où personnellement je ne suis pas retournée au Népal depuis 1976-77, et j'étais complètement déjà étonnée par la transformation, avec
les maisons de l'autre côté des rivières, des ponts, alors que c'était autrefois accessible simplement par minibus, hein, c'était des voitures, des 4x4 qui nous amenaient de Banepa jusque-là, et de voir que là maintenant il y avait des réseaux, voilà, tout un ordre, mais on va revenir plus en détail tout à l'heure sur on voit avec donc la confluence toujours, cette petite colline où il y a un temple de Goraknath à son sommet qui est lié à la confluence, et puis ce trou là, terrain vague, qui est ce terrain vague, mais vous allez voir les photos plus loin, c'était l'endroit de l'ancien palais royal, parce qu'il y a une tradition selon laquelle, à peu vérifier d'un point de vue historique, que c'était le siège d'un petit royaume, peut-être un royaume d'été, en tout cas lié à Banepa. Alors ça, c'est un dessin, une élévation, un plan donc dessiné par Patrick Berger du temple d'Indreswar Mahadev, qui est un temple shivaïte. Alors en deux mots, à cette confluence, la légende raconte que Indra, c'est Indreswar Mahadev, Indra a péché, et il a séduit une femme sous une forme de déguisement, et plein de yonis sont apparus sur son corps, et c'est en se baignant à la confluence grâce à Mahadev, à Shiva, qu'il a été purifié de ses péchés. Donc c'est cette légende qui fonde la confluence et le site religieux de Panauti. Et le temple d'Indreswar Mahadev, de Mahadev sous la forme d'Indra, est lié à cette confluence. Alors ici, on voit donc que c'est un temple shivaïte, dans une enceinte carrée, avec un temple de Bhairav qui est, je crois, ici, Udmata Bhairav, Itifalik, et le monastère, l'ancien monastère Jangam, des prêtres par un roi Malla au XVIIe, pour desservir plusieurs temples shivaïtes du royaume de Bhaktapur. Et donc c'est eux les prêtres de ce temple. Je reviendrai aussi sur les restaurations qui ont été faites un peu plus loin. Alors voilà, c'est une vue donc de la confluence ici. Il y a des nouveaux ponts qui ont été construits, c'est une photo récente. Le temple d'Indreswar Mahadev, le temple de Udmata Bhairav, dont je parlais tout à l'heure. Il y a un autre temple de Bhairav très important ici. Bon, enfin, je ne peux pas rentrer dans tous les détails religieux, mais on a fait une étude complète, disons, de ce temple et puis de la vie religieuse. Bon, parce que moi je suis retourné à Panauti souvent par la suite, et j'ai entrepris une étude sociologique, ethnologique, religieuse, et donc ça m'a permis d'appréhender ce complexe dans sa dimension symbolique, mais aussi dans la vie religieuse. Alors ici on a la ville est habitée à 85% par des Newars, essentiellement par une quinzaine de castes Newars, parlant de Newars, et avec une majorité de Shrestha et de Kshatriya qui constituent le gratin, les hautes castes hindous du système des castes Newars, et qui sont essentiellement des commerçants. Donc ça accentue cette dimension commerçante de la ville, de la petite ville de Panauti. C'était 3000 habitants à l'époque. Et il y a une dimension, la dimension agraire il n'y a pas beaucoup de castes d'agriculteurs dans cette ville, à la différence de ce qu'on peut voir à Bhaktapur par exemple, ou à Patan. Voilà, la suivante. Alors, quand même, les propriétaires, les commerçants restent à des terres qui sont cultivées par soit par des agriculteurs, soit par des tamangs qui vivent tout autour. Et on est là dans l'ancien palais royal, dans la place de l'ancien palais royal, et en période après la mousson, donc il y a la récolte de riz. Ce sont des riziculteurs, hein, l'arrière-pays, ce qu'il y a autour de Panauti, ce sont des rizières très riches, et donc les commerçants, les Shrestha de Panauti vivent des revenus de leurs terres. Et donc là c'est le séchage du grain en novembre, octobre-novembre, après la moisson. Alors là, on a... donc le fond de la population est Newar, mais elle n'est pas disposée, les castes impures,
notamment caste de boucher et de poré, pêcheurs-balayeurs, sont installés à la périphérie, autour de la confluence, et pas dans le centre de la ville. Ici, c'est les quartiers de bouchers. Les quartiers de bouchers, dont les maisons les bouchers sont un peu... c'est un peu la caste la plus haute parmi les castes d'intouchables. Donc ils ont eu des revenus, ils sont enrichis, ils ont construit des très belles maisons de Fiprana. Donc les maisons de poré, de pêcheurs-balayeurs, sont beaucoup plus modestes, avec ce qu'on appelle en Italie des chapros, avec des toits de chaume, etc. Alors, traditionnellement, les castes impures n'avaient pas le droit de couvrir leur toit avec des tuiles, comme les castes pures ne se couvraient que de chaume. Et ce qui est tracé ici en 1, c'est le chemin de procession qu'empruntent lors des différentes fêtes les différentes divinités que vénère la ville de Panaoti, notamment au moment du Gaïchatra, et puis au moment aussi de la fête du village, la fête de la ville, la petite ville, qui a lieu au mois de juin, juste avant la mousson. Et les divinités sont portées ou tirées en palanquin ou en char, il y a des petits chars aussi. Alors, donc, aussi la notion de seuil successif, oui, avec la ville pure et puis la confluence, les astamatrika, les temples des divinités protectrices. Enfin, alors on remarque aussi, il y a 2 petits monastères bouddhistes qui sont installés qui sont en lien avec un Namo-Buddha, qui est un site bouddhiste important dans les environs de Panaoti, à côté de Likel. Mais les bouddhistes ici ne forment qu'une petite minorité, à la différence de Patan ou de Katmandou. La majorité est hindoue. L'emplacement, et donc cette dissociation entre l'emplacement du palais royal quelque part ici, et puis le complexe religieux qui est en dehors finalement, en deux, voilà. Alors justement une procession. Alors voilà, les processions religieuses qui empruntent ce chemin. Ici, la maison qu'on avait louée était juste là, juste à côté du temple d'Indreswar Mahadev, qui est sur la droite. Et là, donc déjà quelques maisons Rana, de gens enrichis, au cours du début du XXe siècle. Et les processions religieuses, ici, c'est des mannequins funéraires lors de la fête du Sapalo, la fête de la vache, Gaïchatra en Népali, et avec les représentations du mort et une ombrelle en haut. Les gens qui ont perdu un parent lors de l'année doivent fabriquer ces effigies et faire le tour de la ville en hommage aux défunts. Voilà, avec les orchestres, les tambours, les orchestres toujours qui appartiennent aussi à des castes particulières de musiciens néois. Ici, on voit des gousselets, des zokis et des jours de tambour. Alors, oui, alors là, on est donc dans le temple d'Indreswar Mahadev, ici le temple de Bhairava. Les deux, Bhairava, c'est la forme terrible de Shiva, et c'est le tige. Et c'est la fête des femmes, c'est aussi pendant la mousson. Et c'est pour montrer aussi, les femmes qui sont réunies là ne sont pas de la ville de Panaoti, elles viennent des environs, c'est des Tamang ou des Baum Chetri, des castes indo-népalaises, et ça souligne l'importance finalement aussi pour les environs de Panaoti comme site religieux. C'est non pas seulement un site religieux pour les Néoirs, mais c'est aussi un site religieux pour l'ensemble des populations népalaises. Oui. Alors, justement, quelques photos concernant la fête de la Bakar Mela, qui est ce pèlerinage qui a lieu tous les 12 ans, au mois de Magh, le mois le plus froid de l'année, en janvier. Et pendant tout un mois, il est très opportun, faste, de venir visiter les temples à Panaoti et surtout de se baigner dans la confluence de la rivière, à l'endroit où il y a les 3 rivières Tribéni qui viennent se rejoindre, et se baigner à ce moment-là du cycle de 12 ans, selon la tradition indienne, mais ça existe aussi dans beaucoup d'autres villes, dans beaucoup d'autres sites népalais, on se purifie de tous les péchés qu'on a pu commettre. Voilà, comme Indra a été aussi lavé de ses péchés en se baignant à cet endroit-là. Donc
je crois que les chiffres, on n'était pas loin du million de visiteurs qui est venu de tout le Népal pour se baigner à cet endroit-là pendant ce mois. Le roi ou l'ex-roi du Népal vient, le Premier ministre, le président de la République viennent aussi visiter Panaoti au moins une fois dans le mois à ce moment de l'année. Donc c'est un site religieux, comme les autres confluences de Trois-Rivières, très important pour le Népal. Voilà, alors ça c'est des Polés, caste donc très basse, qui sont quand même les gardiens de Vasuki, le dieu serpent. Ça c'est un étui qui est mis uniquement au moment des 12 ans. Et les gens donc viennent se baigner, c'est eux qui gardent le dieu. Et ici c'est le temple de Brahmayani, le temple de Krishna, et donc les gens viennent se baigner dans la rivière qui est un peu aménagée à ce moment-là, la confluence. Alors ça c'est l'état des temples dans les années où on a connu, ou juste avant, ou un peu juste après, donc en très mauvais état. On peut dire que c'est les répercussions de l'étude qu'on a faite, Voilà. Ce qui a permis quand même de décrocher un peu d'argent pour pouvoir... Oui, c'est ça que le gouvernement français, par le biais du ministère des Affaires étrangères, s'intéresse à ce site de Panaoti et entreprennent un programme de rénovation des temples sous la tutelle du département d'archéologie népalais, mais l'argent essentiellement venait à 75% de ce fonds français et le reste venait du département des Népalais. Alors voilà, c'est quelques photos notamment du temple d'Indresvedor qui a été restauré, donc avec l'aide de la France, à la suite finalement de nos travaux. Nous, on n'y a pas participé, directement. Moi, je l'ai suivi, mais un peu de loin, parce que j'étais happé par tous les gens de la ville pour intercéder qu'on vienne restaurer leur maison, etc. Donc je me suis tenu un petit peu à l'écart. Et un des effets aussi de cette restauration, de cette rénovation, qui a concerné aussi des écoles, non seulement les temples les plus importants, mais aussi rénovation des écoles, du tout à l'égout, implantation aussi d'une école technique, etc. Bon, on n'entre pas dans les détails. Et le monastère Jangam a été finalement vidé parce qu'il était, paraît-il, insalubre, et transformé en musée, un musée local. Et on a construit une maison pour le prêtre de Jangam de séparer à côté du temple. Voilà, alors voilà une photo prise très récemment. Le département d'archéologie népalais développe des fouilles sur le site de l'ancien palais royal, l'Eku. Ils ont trouvé plusieurs choses intéressantes et ils ont construit un mur tout autour qui désole absolument la population de Panaoti. Surtout, ils ont exproprié, en échange de quelques milliers d'euros, ils ont exproprié les maisons qui donnaient sur le palais royal. Ils ont conservé simplement une petite maison, je crois, qui servait et un temple de Taleju, l'ancienne divinité tutélaire des rois Manas, qui sert au moment de la fête du Dasein, et puis je crois un autre site religieux qui a été préservé. Et donc voilà, les fouilles archéologiques se déroulent à l'abri des regards des gens de Panaoti, et bon, sans doute pour préserver des vols éventuels, des trouvailles qu'on pouvait faire. Bon, je te laisse la parole. Alors, donc à Panaoti, c'était le terrain 76-77 et ça va être un petit peu une description au fur et à mesure du travail qu'on a réalisé à 4. Alors, l'hypothèse d'un village origine, comme l'a dit Gérard, comme toutes les villes, Panaoti serait le croisement d'un carrefour commerçant entre différentes villes. Et on retrouve ce carrefour au centre avec différents monuments, des pâtis, enfin alors là aussi je te laisse bien des plateformes, des estrades, également un stupa qui était, alors les pâtis, à la fois la coexistence de deux religions, bouddhistes et hindouistes, qui sont assez imbriquées, et donc une centralité qui est affirmée par des monuments importants et qui est non loin aussi du palais royal. Alors, c'était l'image de cette centralité à l'époque, le pâti, la plateforme, le stupa, c'est une réplique bouddhiste.
miniaturisée de Sayambounat. Et puis on voyait tout le passage des populations, parce que là c'est des tamangs, des gens des collines qui passaient par là, et l'activité qu'il y avait dans ce centre urbain. Alors ça c'est justement l'aspect du Palais Royal quand nous y étions, où on voyait bien qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait un monticule et des ruines, un endroit déserté. Et donc de la mémoire des anciens, c'était le Palais Royal, là où il y a les fouilles actuellement. Alors là aussi en relation avec le Palais Royal, enfin c'est les bassins pour les ablutions, les purifications lors des pratiques religieuses et qu'on retrouve un petit peu dans toutes les villes d'Inde. Alors là aussi des estrades qui étaient à la fois pratiques religieuses, pour la danse, les rituels. Il y a plusieurs estrades de ce type-là de danse, pour des danses masquées, qui sont encore utilisées par des troupes qui viennent de l'extérieur, une fois tous les 12 ans ou une fois encore des cycles encore plus longs. Il y a 2 ou 3 ans, il y a une troupe d'Arrécidi qui est venue se montrer à Panaoti. C'était un grand événement. Et donc on retrouve ces estrades rituelles dans d'autres villes néoires, et c'est un élément important quand même de ces villes petites ou grandes, que cette interconnexion entre ville et village, parce qu'Arrécidi c'est un village qui vient montrer tous les 12 ans ces troupes de danse dans plusieurs endroits de la vallée de Katmandou. Et donc des pratiques quotidiennes aussi, là, comme le séchage des piments, des pratiques rituelles, un mélange. Et donc c'était tous les éléments visibles quand on s'aborde. Alors en tant qu'architecte, bien sûr, c'était la représentation de tous ces éléments. Et c'est là-dessus que je vais insister, puisque je suis avec un anthropologue aujourd'hui. Alors pour voir un petit peu les apports et les complémentarités, où finalement, par l'architecture et par notre formation, on a représenté ce que l'on voyait et tout le détail de ce que l'on voyait. Comme vous voyez là, la manière dont sont organisées les briques, les pierres, le bois, tous les éléments. Et c'est pas uniquement une illustration. C'est là-dessus que je voudrais quand même beaucoup insister, c'est que je pense qu'au départ, pour le CNRS, on était venu pour faire la carte de la ville, faire des dessins jolis, des maisons, faire un peu, même une typologie de maison, et de bien représenter finalement ce que l'anthropologue pouvait avoir découvert ou connaissait. Et par la technique du dessin, c'est vraiment un outil, une méthode, un travail. On peut comprendre, on peut avoir une lecture de la ville, et je pense qu'on est allé au-delà, grâce au dessin, dans la compréhension de la ville, du système urbain. Alors là aussi, on découvre l'alimentation en eau. Il n'y avait pas l'eau courante, donc il y avait des regroupements par quartier autour des fontaines, pour alimenter en eau les maisons. Et ici, donc, on a parlé de la centralité avec le croisement, le carrefour routier. Là, c'est un petit peu la lecture globale. Et dans les méthodes qu'on a employées, outre le relevé, il y avait bien sûr les observations, il y avait les enquêtes, et on a aussi demandé à des enfants d'une école de dessiner leur ville. Et sans savoir très bien ce qui allait résulter de cette demande. Et on a été très étonnés de voir l'abstraction des dessins qu'ils représentaient, avec un triangle très régulier, des limites très franches entre un intérieur et un extérieur, et la présence justement de cette troisième rivière, ici, dont parlait Gérard, mais qui était presque invisible sur le terrain. On ne pouvait pas, elle est complètement masquée, on ne pouvait pas trouver ça, et c'est vraiment les enfants qui nous ont mis sur cette voie. Alors là, on voit encore les différents quartiers et l'identification
au triangle avec encore la rivière qui est ici. Vous voyez la ville qui est complètement contenue dans ce triangle, hein, donc dans une géométrisation très forte, avec une Asta Matrica ici, une autre là, et ici c'était le Tribéni, c'est l'endroit justement, la pointe désolidarisée par cette troisième rivière, et qui était un lieu de crémation. Alors ici c'est le lieu de crémation, vous voyez, pourtant il est très indigent lorsqu'on le voit, puisqu'à l'époque il avait simplement un toit en tôle ondulée très... Un détail, on voit les gattes ici pour brûler les morts, qui sont utilisés uniquement par les gens de l'extérieur, les Tamangs ou les castes indo-népalaises viennent brûler leurs morts là. Les Newars de Panaoti brûlent leurs morts de l'autre côté de la rivière, à l'extérieur de la ville. Alors donc, cette pointe-là complètement désolidarisée par une petite rivière qui était ici. Vous voyez, ah non, elle est là, voilà, on voit ici, le départ. Donc c'est ça qui faisait la séparation et qui isolait cette pointe. Là, c'est au nord, Maneshwari. Oui. Alors, j'ai oublié de parler de cette enceinte, bon, cette forme triangulaire donc, de la ville, le complexe religieux à la Confluence, l'ancien palais royal. Et puis, la ville est délimitée de l'extérieur par une série de 8 temples dédiés chacune à des déesses Asta Matrika, qui sont censés être dans la pensée religieuse indienne. Ces pitas, ces matrikas sont connues, elles sont associées chacune à un des points cardinaux et des points intermédiaires dans les 8 donc, directions de l'espace, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Il y a des accords là entre la pensée religieuse et puis le réel finalement, mais en tout cas les 3 principales matrikas, celle qui est Brahmayani, le côté de la Confiance, et puis les 2 autres points du triangle, dont Maneshwari, sont très ancrés dans la vie et dans la pensée religieuse locale et dans la vie religieuse, parce que ça délimite en fait 3 quartiers intérieurs. Chacun des quartiers de ces 3 quartiers va vénérer une de ces 3 matrikas au cours des rituels de cycle de la vie, de mariage, funérailles et autres. Donc il y a un lien entre les habitants de ces 3 quartiers et puis une divinité, une déesse des confins, des limites. Avec à chaque fois aussi un petit bosquet, des arbres qui représentent un peu la nature sauvage. Oui, il y a toujours la pierre et l'arbre et le végétal qui sont associés. Et en principe, selon un système religieux néoir, ces temples de Matrika des confins, où les divinités sont représentées par des pierres brutes, ont un correspondant à l'intérieur de la ville, dans des temples qu'on appelle aganche, où la divinité est représentée de manière iconique par une statue. Et une fois l'an, on fête la divinité en amenant donc la statue ou l'étui décoré à l'endroit du temple des confins pour réunir ces deux formes de la déesse, celle intérieure de la ville, dans les murs de la ville, à celle hors les murs de la ville. Voilà, c'est des moments très importants qui conceptualisent aussi un peu la manière dont les Newars se représentent l'espace d'un point de vue religieux. Alors les gens disaient qu'il y avait un serpent à chacun des angles. Oui, qui des venait nagas. Vénérer régulièrement. Alors je ne sais pas si c'est un serpent en pierre ou un vrai serpent. Non, mais ils sont persuadés qu'il y a des serpents à la Confiance. Ils montrent des photos en ce sens-là. Voilà, donc là c'est l'autre au sud, Katakumari, et puis on a vu du côté du quartier des Bouchers. Alors je reviens sur les relevés, qui sont quand même l'outil de l'architecte. Et puis l'analyse typomorphologique aussi, qui est un des grands classiques, mais finalement qui permet de trouver les correspondances, superpositions et comprendre un petit peu. Alors là, c'était les matériaux de façade, de construction. Et là, l'espace non bâti. C'est simplement par cette carte-là, qui est quand même assez verte, on se rend compte que cette structure urbaine qui paraît pourtant très dense, en fait, il y a pas mal de jardins intérieurs. C'est un petit peu comme le 7e arrondissement à Paris, où il y a des couvents, il y a des murs, mais on ne voit pas forcément ce qui se passe derrière. En réalité, donc il y avait à la fois les champs à l'extérieur et puis d'autres cultures à l'intérieur dans les jardins. Et là, c'était les affectations, les boutiques. On voit bien aussi les boutiques au croisement des voies comme tout à l'heure. Et différentes utilisations. Alors voilà, typiquement une boutique au rez-de-chaussée. Alors les boutiques, c'est essentiellement des
des marchands de produits manufacturés, alimentaires, légumes, fruits, cigarettes et autres, hein, des produits comme les passales, quelques chiapassales aussi, les maisons à thé que l'on peut trouver à Panaoti. Alors, la structure urbaine, où on voit une rue, là vous voyez justement la continuité urbaine avec des maisons qui sont contiguës et avec une très grande unité, à la fois de matériaux, de hauteur, et qui nous déjà commence à nous mettre sur des pistes en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait cette régularité, et qui souvent s'achève sur un pâtis, une plateforme, au débouché. Voilà. Donc on commence à représenter tous ces éléments, l'animation de la rue avec les usages domestiques. Le fameux pâtis, la plateforme qu'on a vue au débouché de la rue, on l'a ici, où on voit que tout près, il y a également des espaces où on fait sécher les aliments. Il y a un stupa, là encore une cloche bouddhiste. Il y a un ghat, hein, c'est le traversé de l'eau. Donc plusieurs éléments qui sont associés. Là, le relevé bien architectural du pâtis en question. Le ghat, hein, parce qu'il y a des activités très spécifiques à chacun des endroits de la ville, où parfois ce sont les femmes qui font la lessive ou qui se lavent, ou bien il y a d'autres usages régulièrement répartis le long des rivières, le long des berges. Là c'est justement un ghat avec Brahmayani, où il y a les crémations des gens de Panaoti, finalement. Et on voit la famille qui prépare le bûcher et qui se purifie avant le... Les lieux de crémation selon les castes de mémoire de Panaoti sont un petit peu différents, les castes d'intouchables étant le plus éloigné de la ville. Donc chaque caste a finalement son lieu de crémation proprement dit. Alors justement, sur notre relevé, on commence à représenter tout ce qu'on a vu, les bâtis, les ghats, les rues aménagées, les monuments importants. Voilà, donc toute l'importance que ça a de bien faire ces repérages, de bien les fixer, et essayer après de tirer des conclusions, de voir un petit peu comment s'organisent ces éléments entre eux. Alors, une ligne de crête, ce qui est assez logique, hein, quand on a un bâtiment important comme le Sacré-Cœur, on va le mettre plutôt en haut d'une colline plutôt que dans... Donc toute la ligne de crête en fait est ponctuée par les éléments les plus importants de la ville, hein. En commençant par la pointe là, avec le Tribéni et le lieu de crémation. Ici, Ndeshwar Manadef, là le palais royal. Là, c'est, enfin voilà, bref, des plats, c'est différents éléments qui vont suivre l'arête, la crête de cette péninsule, de cette confluence. Là, donc, on essaie de... Le sanctuaire, à nouveau, on voit le gué, on sait qu'il y a un ghat qui est ici, et puis Ndeshwar Mahadev, enfin, on essaie de combiner, d'essayer de comprendre comment s'organisent les choses ensemble. Et c'est là qu'on découvre, je ne sais pas, on s'aperçoit que très souvent, il y a le ghat, le pâtis, la rue, le pâtis, et qu'il y a vraiment une correspondance comme ça régulière à toutes les rues. On retrouve avec les arbres, donc une coïncidence entre cette structure de la ville, cet espace religieux, et si on schématise, on arrive petit à petit à ce genre de dessin, on retrouve un petit presque l'ensemble de la ville haute qui servait autour duquel on faisait le pèlerinage, hein, et Ndeshwar Mahadev, le Tribéni. Là encore en plus, on fait encore plus abstrait, où on retrouve la crête, et puis les bois, les ghats, les pâtis, c'est après à Paris, en consultant au musée Guimet les ouvrages, qu'on se rend compte que, si vous voulez, il y avait un modèle de ville qui a été appliqué à un site. Voilà, donc cette correspondance, où bien sûr
c'est pas d'une régularité extrême, c'est pas une planification totale comme les villes américaines, mais c'est quand même une adaptation de ce modèle qui était certainement dans la tête de tous les bâtisseurs, puisqu'il y a vraiment des cérémonies qui, avant de bâtir une maison, avant de bâtir une ville et tout ça, il y a quand même, c'est là aussi des éléments où on fixe les choses. Voilà, donc ça a été une découverte faite un petit peu par le dessin aussi. Alors, ça c'est un autre travail qu'on a fait sur l'espace vécu. Et je dois dire qu'à l'époque, on était assez peu versé dans la sociologie, et c'est très très empirique en fait. On avait fait le relevé de 8 maisons qui étaient très diversifiées, avec des cases diversifiées, des positions dans la ville très différentes. Et en demandant, en interrogeant chacun des membres de la famille, on s'apercevait qu'il y avait des tâches qui étaient très différentes, des lieux très différents, des heures très différentes, une différence entre les hommes et les femmes. Et voilà, donc c'est l'ébauche d'un travail, ça aurait dû être poursuivi, mais ça montre déjà l'extrême complexité et finalement comment la quotidienneté était régie déjà par des règles. Et on a essayé de le représenter, donc la maison, avec tous les parcours, parce qu'il y avait des parcours pour les offrandes, et qui étaient différents suivant le quartier, la caste, le genre, le jour. Et qui montraient et qui étaient rigoureusement suivis. Hein. Alors, là on passe dans l'espace domestique, avec le seuil. Comme on a des seuils dans la ville, on a aussi des seuils dans les maisons, qui sont marqués avec des images pieuses. Et des ticas, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, les petites marques qu'on retrouve. Vermillon. Et voilà, donc différents types de maisons. Là, on passe un petit peu en revue la typologie des maisons. C'est la maison traditionnelle qui est vraiment le modèle appliqué. Et qui est vraiment qu'on trouve partout, et avec une différence entre le rez-de-chaussée, le premier étage, deuxième étage et le comble qui était habité. Le premier rez-de-chaussée qui était pour ouvert et qui pouvait servir suivant la position et la caste et la profession. C'était soit une boutique, soit un atelier, soit ça pouvait être aussi pour les animaux, enfin, une étable. Le premier étage qui était assez modeste, et c'est surtout le deuxième étage qui est très ordonnancé et très ciselé en fait, très... oui, avec les fenêtres sculptées, trilobées. Oui. Et le dernier étage, beaucoup plus simple, sous le toit, souvent avec une terrasse, qui était une cuisine. En fait, la cuisine est tout en haut. Et donc une hiérarchie, où on voit là la rue, la façade arrière, 2 travées, très simplement, et puis l'escalier, qui était presque une échelle de meunier, hein, très raide, qui était uniquement dans la travée avant. Donc déjà, on sent les différenciations. Là, c'est un dessin technique qui montre bien l'échelle où on ferme la porte. Et puis là, on est la rue, il y a la rue. Là, de l'autre côté, c'est la cour. Et le principe de construction de cette maison. Alors, on voit les hiérarchies, effectivement, où plus on est vers le bas, l'animal, l'excrémentiel, le hors-caste, la mort. On monte vers le haut, la nourriture rituelle, le divin, le solaire. L'avant plus public, avec la représentation, le social, l'apparent, l'usuel. L'arrière plus privé, l'occasionnel, le dissimulé, le précieux. Donc les polarités, où l'utilisation de la maison vraiment est en relation avec vraiment la religiosité, on peut dire, ou avec même une relation avec le cosmos, où on est entre la terre et le ciel, et il y a des orientations où il y aura des utilisations spécifiques à chacun des étages et suivant la position avant ou arrière.
Alors, on a le modèle traditionnel qu'on a vu ici. Alors, le foyer, il est en haut parce qu'il est plus proche des divinités. Ce qui est vraiment, a priori, pas très pratique, hein, parce que vous voyez, il n'y avait pas l'eau courante, il fallait monter l'eau au dernier étage. C'était quand même très fatigant. Et les divinités domestiques se trouvent dans un travers arrière du deuxième étage, c'est-à-dire c'est les endroits les plus inaccessibles. Et suivant la caste qu'on a, on peut accéder plus ou moins haut et plus ou moins en arrière de chacune des maisons. Alors on voit le modèle traditionnel et on voit comment ces maisons ont évolué, ou suivant la richesse, quand on est, ça c'est vraiment la forme simplifiée des castes impures ou qui ont peu d'argent, et puis les évolutions vers la modernité, ce qu'ils appellent les buildings. Alors là, on voit justement le modèle simplifié dans la caste des pêcheurs, balayeurs, avec parfois des toits de chaume, alors que généralement c'était de la brique cuite avec des tuiles. Le quartier des pêcheurs, alors là aussi, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, ces quartiers impurs étaient à la périphérie, à l'extérieur. Donc là aussi, il y a une correspondance parfaite entre la morphologie, la structure urbaine et la sociologie, enfin l'espace social. Là, c'est le modèle qui a été simplifié, standardisé, avec pas de hiérarchie entre le premier et le deuxième étage et des fenêtres standardisées. Là, le modèle Rana, qui était importé, un style importé de l'Occident, et qui, là aussi, n'a pas de hiérarchie. Enfin, les deux étages sont un petit peu assimilés l'un à l'autre, avec des décorations en stuc qui viennent de l'Occident, hein, et qui correspondent quand même à un degré de richesse, une autre échelle aussi, plus grande, une régularité. Et ça, c'est l'évolution vers le modèle qu'ils appelaient building, qui est en ciment, avec des terrasses, mais qui encore continue à respecter là aussi les escaliers, la montée. Alors, qui s'affranchit de la continuité urbaine, qui est plus haut, avec les terrasses. Donc vraiment une rupture déjà qu'on commençait à lire en 76-77. Là, c'est l'intérieur, où on voit que c'est très petit, très raide, et puis toutes les occupations domestiques qui sont occupées dans où la nuit on déroule les matelas pour dormir. Et là, c'est les cuisines, qui étaient à ce moment-là assez rudimentaires, et toujours très souvent une terrasse, un espace extérieur, où parfois il y a même des animaux qui sont là, des poules. Alors, cette hiérarchie qu'on a vue entre le plus sacré vers les divinités fait que lorsqu'il y a des successions, il y a un partage par tranche verticale, puisqu'on ne peut pas faire une séparation par étage, puisqu'il y a des étages qui sont quand même moins valorisés que d'autres, et donc ça oblige à avoir chaque fois des escaliers, perte de place, hein. Mais donc là aussi c'était une spécificité où on arrivait parfois à des tranches verticales de maisons extrêmement réduites par subdivision successive. Alors, dans l'habitat traditionnel, il y avait l'idée de former ce qu'on appelait un choc, c'est-à-dire une maison bâtie sur les 4 côtés de la parcelle vers une cour intérieure. Et d'ailleurs, c'est au centre de la ville ancienne qu'on retrouve les chocs à Panaoti, où on va voir, vous voyez ici, on retrouve cette forme-là, qui est l'idéal poursuivi dans l'édification des maisons. Alors le choc, là, effectivement, il est richement ornementé, en bois aussi, avec des grandes fenêtres, avec le banc là pour avoir la vue. C'est des images comme des chocs avec des grandes baies qui se font vis-à-vis.
Et on voit ici justement l'histoire de ce choc, comment depuis 1850 il a évolué jusqu'en 76 avec les premières maisons, mais on savait que c'était la base d'un système qui allait être complété par la construction C, après D et E, et après il y a eu les successions suite au décès et les tranches verticales, donc toute l'évolution. La forme représentée ici. Alors, dans cet ordre qui avait été donné dans la ville, déjà dans le faubourg apparaissaient des irrégularités, une construction un peu anarchique qui laissait présager de problèmes futurs. Et c'est vrai que dans notre travail sur la dynamique urbaine, on était déjà vigilant là-dessus, justement, comment ne pas perdre cette unité qui était donnée par la ville dans ces faubourgs. Et il y avait donc des populations extérieures au village qui venaient, puisque c'était l'endroit où arrivait la route. Et donc il y avait des coffee shops, il y avait des petits commerces qui étaient là, mais qui s'étaient mis un petit peu en ordre dispersé, qui était un peu... Et ce que tu as montré de la régularité du tissu urbain néoir traditionnel, avec les maisons mitoyennes, est complètement déréglé là, dans ces faubourgs. Voilà, donc ça c'était ce qu'on avait à cette époque, et qu'on verrait ici, enfin c'est peut-être moins évident sur cette carte où on voit comment déjà, alors là c'est en 2008, ce qu'on avait craint, c'est finalement, j'ai complètement généralisé, c'est vrai qu'il y a eu une perte de la règle et des principes de construction qui étaient à l'intérieur de la ville. Alors, moi je ne suis pas retournée à Panama. Oui, bon, moi j'y suis retourné par la suite régulièrement. J'ai donc fait une étude aussi complémentaire sur la vie religieuse. Je suis resté plusieurs mois après, et puis depuis, j'ai suivi un petit peu les restaurations, et les restaurations grâce à l'aide de la France, et puis j'ai encore des amis, je suis retourné pour la Macarmela, et j'y vais encore régulièrement. Mes amis à Panaoti voudraient que j'y revienne plus, mais bon. Donc on va vous montrer pour terminer quelques photos, récentes. Moi, effectivement, grâce à Cyril qui est ici, qui s'occupe du DSA risque majeur à Belleville, et qui sont allés là-bas pour le tremblement de terre. Mais le tremblement de terre, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Alors, Panaoti est construit sur une grande dalle de pierre. Elle est identifiée à Bhairav, une forme terrible de Shiva, et auquel on doit rendre, il y a des pierres auxquelles on doit rendre hommage régulièrement au cours de l'année. Et cette pierre, effectivement, a sauvegardé la ville lors du tremblement de terre de 1934, et même chose, en 2015, il n'y a eu aucun dégât des temples. Une ou deux maisons mal bâties ont été détruites, mais la ville n'a pas été touchée par le tremblement de terre, et ça, tous les habitants de Panaoti l'attribuent à juste raison, sans doute, à la pierre sur laquelle, identifiée à Bhairav, sur laquelle Panaoti est construit. Alors, ce qui est ça c'est une vue donc récente, je crois que c'est un ami photographe népalais de Panaoti qui me l'a envoyé. Donc avec les rizières. Avec les rizières qui sont un peu aussi mangées par des nouvelles constructions. La ville, en fait, ne s'est pas tellement densifiée à l'intérieur. On va voir quelques photos par la suite. Enfin, moi, je ne pouvais pas le reconnaître, franchement, parce qu'effectivement, le triangle avec cette limite qui était franche, avec les deux rivières. Ça s'est beaucoup construit par tout là. Tout ce qui est construit à l'extérieur, et également. puis tous ces immeubles de grande hauteur. Enfin, c'était pour moi, je suis tombée des nues quand j'ai vu ça. Je sais bien que 40 ans c'est beaucoup, mais quand même. Et toujours le long des routes, en fait, l'habitat se densifie le long des routes.
Là, parce c'est qu'il se aussi- trouve que les gens qui vont en Népal, enfin, tous ils vont à Panaoti maintenant. Oui, oui, c'est quand même fait partie des trekking, circuits. bon, ça fait partie un peu des petits trekking qu'on peut faire Alors là, juste les à ponts l'extérieur. aussi. Oui, de nouveaux donc, ponts ont c'est été plus construits. Le passage à gué. Mais aujourd'hui, bon, alors en plus, quand on a travaillé dans cette petite ville, c'était encore un grand panchayat. C'était un statut pratiquement villageois, bien que ce soit quand même une ville par ses fonctions commerciales bien affirmées et par son héritage culturel. Maintenant, considéré comme une nagare, enfin, donc c'est un statut de ville à part entière. Et aujourd'hui, il y a une dizaine, il y a 10 000 habitants dans cette petite ville. Et toujours très important pour tous les environs, hein, les Tamangues, les collines. On est ici, on a quitté la baie de Katmandou pour on est dans le district, on n'est pas dans le district de Bhaktapur, on est dans le district de Kabré-Palanchok, qui est très Tamangue. Et donc, dans les environs, il y a beaucoup de Tamangues qui viennent amener leurs produits ou acheter des produits à Panaoti. Ce sont les actifs des collines. Voilà, donc ça, là, je crois que c'est Cyril. Alors, l'eau, malheureusement, a suivi à peu près le même destin que la Vishnumati ou la Bagmati dans les Katmandou. C'est devenu un cloaque épouvantable. Bon, il y a des campagnes, les jeunes s'activent pour rénover, nettoyer. Bon, enfin, ça fait. Puis alors, il y a aussi des captations. Il y a de moins en moins d'eau. Il y a des captations en amont qui fait qu'il y a moins en moins. C'est quand même un grave problème d'approvisionnement dans la ville. Et donc des buildings partout. Alors là, c'est. Enfin, oui, ça c'est un peu la règle. Hein, c'est l'habitat. Comme l'habitat ancien, la maison ancienne qu'a décrite Laurence, c'est exactement typique de l'habitat néois. On le retrouve à Katmandou, on le retrouve à Bhaktapur, on le retrouve à Patang et dans les villages. Et c'est très singulier au néois. Bon, cet habitat moderne, building, est typique aussi des extensions que l'on a à Katmandou, à Patang ou ailleurs. Et même bien souvent ailleurs au Népal. Voilà, donc le rétrécissement aussi de l'eau, moins d'eau, qui est un problème. Il y a des associations qui s'en occupent, enfin bon. Je ne sais pas s'il y a encore des gâtes. Oui, alors, je reviendrai un petit peu là-dessus. Voilà, donc toutes ces constructions sont récentes à l'extérieur de la ville, qui est le côté bucolique et agreste qui a disparu. Et on voit le mitage aussi dans les collines, là, plus loin. Pourtant, c'est une colline sacrée. Hein. Il y a un temple de Goraknath en haut. Ça n'a pas gêné les gens pour construire des maisons. Alors, des nouveaux ponts ont été construits également, des nouvelles maisons. Bon, ça c'est un peu type himalayen. Voilà, alors là aussi pour aller. Ça c'est donc un nouveau pont qui a été construit. Donc plein de nouveaux ponts. Alors là c'est une photo récente, mais moi j'étais un petit peu étonnée, si vous vous rappelez la première photo où c'était vraiment assez crasseux. Et c'est vrai qu'il y a du linge étendu et quelques poules, mais enfin je trouvais que c'était presque la Suisse là, avec le sol, c'est très très bien fait. Et d'après ce que tu me disais Gérard, l'intérieur est muséifié, oui. C'est loué avec Airbnb, les gens habitent à l'extérieur, oui. Enfin c'est voilà, une transformation totale où on voit là que c'est devenu très sage. Il y a un architecte népalais qui a été formé en Allemagne, habitant de Bhaktapur, de Puri, qui s'intéresse beaucoup à Panaoti et qui a restauré quelques maisons, mais qui a gardé la structure ancienne de la maison avec tous ses agréments, ses qualités architecturales, mais avec les facilités occidentales à l'intérieur, et qui loue donc ces maisons aux personnes qui veulent. Et cet architecte a aussi construit près de la Confluence, c'est quand même le nouveau Panaoti. Hein. Donc il y a un musée des objets volés qui est en train de se construire avec des répliques de ce qui a été volé au Népal, qui est en train de se construire près de la Confluence sous l'autorité de cet architecte. Et puis il y a une école aussi d'artisans avec beaucoup de gens de Bhaktapur qui a été construite et inaugurée par cet architecte
allemand qui essaye de préserver l'habitat traditionnel en l'accommodant ou moderne, au confort moderne. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on est aujourd'hui encore dans le cœur de la vieille ville, enfin bon, ça ne s'est pas densifié à l'intérieur. Ça s'est construit à l'extérieur. Et on retrouve une fois qu'on est dans la vieille ville de Panaoti, on retrouve l'ambiance qu'on avait auparavant. Voilà, là aussi. Oui, alors c'est beaucoup de motos, hein, mais ça c'est partout. Il y a une très grosse circulation automobile, de minibus, etc., mais pas à l'intérieur de la ville. Parce qu'il y a quand même des portes qui gênent l'accès des voitures. Donc le trafic automobile est quand même canalisé à l'extérieur. Et c'est un gros problème parce que la ville en fait s'est développée en périphérie, ce qui fait que dans la journée aujourd'hui, tous les commerces anciens de la ville sont fermés. Tous les commerçants, Néouar, Shrestha et autres, ont construit des extensions de leur boutique en dehors de la ville, là où il y a vraiment du passage, et non plus dans la vieille ville. Donc on a l'impression d'être dans une vieille ville Néouar, un peu comme certains quartiers de Bagdadpour restaurés par les Allemands, un peu muséifiés, happés par le département d'archéologie maintenant il faut payer pour les touristes pour rentrer dans le Tonglin Resort, qui a construit un mur à l'intérieur de la ville. Donc il y a une certaine muséification de la vieille ville au détriment de l'expansion moderne à l'extérieur de la ville. Alors ça c'est justement le Pathi qu'on avait relevé et tout ça. Enfin vous voyez tout où effectivement il y a quand même du linge qui sèche, mais enfin il n'y a plus d'usage domestique autrement avec des aliments et des choses comme ça. Enfin tout paraît pour moi un petit peu mort. Ça dépend peut-être de la saison aussi. À quelle époque ont été prises ces photos par rapport aux récoltes? Je ne sais pas. C'était tes amis? Moi je ne sais pas si... En janvier, ouais. En janvier. Ah oui, janvier, janvier, donc, c'est pas le mois le plus... Pour l'activité agricole, c'est quand même les moins morts, oui. Raison creuse. Alors la télévision, évidemment, une chambre qui est... La cuisine avec des éléments intégrés, alors là aussi... Par rapport à ce que vous avez vu comme photo, Et dans les buildings chez les Néouar, la cuisine est toujours à l'étage supérieur. Reste quand même à l'étage supérieur. Ah oui, oui. Sauf lorsqu'il y a des immeubles en location, là c'est différent. Hein. Mais, oui, dès qu'ils peuvent se construire une maison, la maison est toujours, avec est toujours en haut. Ah oui, parce que les divinités, c'est l'endroit le plus difficile d'accès. Les castes les plus basses n'y ont pas accès. Et donc on peut être entre soi et vénérer les divinités les plus pures sans problème. Alors aussi l'escalier à plusieurs volets, comme ça, par rapport à l'échelle de meunier qu'on avait en béton. Là aussi la hauteur, vous avez vu tout à l'heure, c'était des maisons extrêmement réduites. Là on arrive aux standards occidentaux. C'est toujours une femme qui, et ça c'était déjà à l'époque, hein, c'est souvent les femmes qui font le chantier. C'est avant, je pense, des environs. Donc ça continue. Donc Panaoti et au-delà de Panaoti, parce que les enseignements qu'on a pu trouver à Panaoti, on les retrouve dans les autres villes Néouar, les villes de la vallée de Katmandou. C'est ce que Gérard Toffin a écrit dans un article, où il y a un réseau de villes, où il y a vraiment des structures urbaines qui se ressemblent. Et même les analyses qu'on a pu faire, on peut trouver des correspondances avec toutes les villes dans le monde où il y a vraiment un espace religieux et un espace domestique qui se recouvrent. Et ce qu'on a un petit peu perdu, nous, dans la lecture de nos villes occidentales, parce que peut-être la religiosité est tellement ancrée qu'on ne sait plus très bien, mais enfin je pense que quelqu'un avec un œil extérieur pourrait retrouver des signes dans tout ce dans tout ce qui existe et dans les usages. Alors des enseignements et des renseignements, parce que effectivement on était très enthousiastes par rapport aux découvertes qu'on faisait, de voir les traités indiens qui étaient retrouvés dans Panaoti, mais on sait que dans la recherche il faut quand même être assez prudent et qu'il faut être assez modeste aussi,
qu'il y a des usages aussi qui existent et il y a beaucoup, peut-être parfois de simplicité, il n'y a pas des choses aussi compliquées. Voilà, donc disons qu'il faut un peu moduler tout ce qu'on a pu découvrir et qui nous a tellement enthousiasmés. Voilà, je pense que c'est pour ne pas avoir d'attitude trop théorique et trop dogmatique. En tous les cas, l'évolution morphologique et sociale d'une ville, ça, je pense que c'était assez lisible à travers toutes ces photos. Il n'y a peut-être pas besoin de trop revenir. Le travail en équipe pluridisciplinaire, alors donc 3 architectes et un ethnologue, mais il y avait aussi 3 hommes et une femme, et je pense que c'était, mine de rien, assez important d'avoir une femme, parce que j'avais accès à leur discussion, à leur intimité, j'avais accès aussi aux étages supérieurs. D'office, j'étais considérée comme la caste la plus élevée, j'avais le droit de monter dans la cuisine. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi un enrichissement qu'il y a en combinant hommes et femmes. Effectivement, c'était tout à fait nouveau à l'époque de faire de l'ethno-architecture. Maintenant, ça s'est développé et je disais, moi, dans les contrats de recherche, on demande des historiens, des géographes, des architectes, et c'est pas du tout. On comprend les apports des uns envers les autres. Ça nécessite un petit peu d'ouverture, effectivement, de ne pas être refermé sur ses méthodes de travail et d'entendre un petit peu ce qui se dit par ailleurs. Alors, le rôle et les limites de l'étude de l'architecte et de l'architecture. Alors là, c'est un propos qui sera peut-être plus personnel. C'est vrai que pour moi, ça a été la première expérience forte, Panaoti, et c'était déjà la mission de l'architecte, qu'est-ce que peut faire l'architecte, l'aide qu'il peut apporter, qui est quand même le travail normalement de tout architecte, hein, bâtir une maison, un toit, un abri, et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors quand on est étranger, où on ne peut pas appliquer les méthodes occidentales dans d'autres pays, où il faut travailler avec les gens, les limites de l'étude, parce que effectivement c'était on parle de recherche-action, il y a eu quand même des suites opérationnelles, ce qui est très heureux, hein, même si c'était pas avec nous. Finalement, c'est très bien qu'il y ait eu des restaurations, des choses qui se sont réalisées par la suite. Parfois, il y a aussi de la déception, parce qu'effectivement, ce que l'on pressentait, qui est quand même pas formé, le côté muséifié est très gênant, le mitage, l'extérieur de la ville, cette ville qui était contenue dans des limites, et c'était tellement important au point de vue symbolique, religieux, que ce soit contenu, finalement, elle a perdu son identité. Et voilà, donc l'architecte et l'architecture, on est quand même très liés à la commande. Et on ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde quand on est architecte. C'est difficile et on a souvent des déceptions, je crois. Mais on apprend par les déceptions aussi. Je ne sais pas. Alors toi, effectivement, l'ethnologue, oui, c'est différent parce que toi, tu es la recherche. Les enseignements que j'ai pu en tirer, bon, outre quand même cette recherche interdisciplinaire avec des architectes qui m'a... Bon, c'est vrai que je ne regarde plus une maison à peu près de la même... Comme je le faisais avant, je le regarde d'un œil plus technique et j'ai beaucoup appris à travailler avec des architectes sur la conceptualisation aussi de l'espace. Et alors, plus personnellement, cette étude, et je l'ai dit au départ, venait sur cette petite ville multicaste, venait après l'étude d'un village monocaste, habité uniquement par des paysans. Donc cette étude sur Panaoti m'a permis d'enrichir, d'approfondir ma connaissance de la société et de la religion néwar, parce que je me suis retrouvé donc dans un système intercaste, multicaste, où le fait fondamental de cette ville, quand on l'étudie d'un point de vue anthropologique, c'est quand même les relations entre les castes, les côtés centripètes, centrifuges de ce système des castes. Bon, ça c'était un premier aspect, donc ça a été un élément important dans mes recherches sur les agglomérations, sur la société et la religion néwar. Mais ça a été aussi un enrichissement sur la notion d'espace, tel que peut l'aborder un anthropologue, dans la mesure là où on a quand même des espaces extrêmement conceptualisés, hein, extrêmement symboliques au niveau religieux, et puis c'est pas
c'est pas des ordres uniquement conçus, c'est des ordres vécus aussi, hein. Il y a une liaison avec la vie religieuse, avec le quotidien, et les limites, par exemple, de la ville, bon, la ville s'est étendue au-delà de ses limites, mais ses limites, avec ses temples de Matrika, ses gâtes, ces aussi petits temples de Nag, de dieu serpent, bon, ça montre quand même la conceptualisation de cette ville qui est, en plus, on a oublié de le dire, mais comme toutes les villes et les villages néois, est divisé en deux parties, une partie haute et une partie basse, avec au centre là où se joue et où parfois se rentrent en hostilité les deux groupes fondamentaux de l'espace. Donc ça m'a permis d'approfondir ma réflexion sur ces notions d'espace, et espace social, espace religieux, espace économique aussi. Voilà. Donc, il y avait vraiment une correspondance entre l'espace représenté oui, c'est ça. et l'espace symbolique religieux et tout ça. Donc ça c'était assez, oui, clairement. Et alors évidemment, comme ça n'est pas... bon, j'ai retrouvé ça ailleurs, quoi, déjà des éléments du vocabulaire architectural que je les avais déjà rencontrés à Pierre-en-Garonne, le premier village que j'ai étudié, mais par la suite, en travaillant ailleurs, on avait le même type de conceptualisation que de symbolique religieuse qu'on a à Panaoti. Donc ça a été un élément important aussi dans mon itinéraire intellectuel, dans ma recherche. Voilà, on a tout dit. Tout dit, je sais pas, on est à peu près dans les temps. Bon, on est prêt à répondre à Vous avez vos des questions. questions? À quelle hauteur est ce village? Pardon? Cette C'est ville, à quelle 1300 hauteur? L'altitude, hein, L'altitude, c'est comme la vallée de Katmandou, 1300, 1300, 1400 mètres. 1400 mètres. Un peu plus frais que Katmandou, parce que on est derrière le Fulchoki, on est derrière la colline, les collines qui ceinturent la vallée de Katmandou. C'est un peu plus frais. Les gens disent que c'est un peu plus frais que les villes de la vallée de Katmandou. La troisième rivière au Tribéni, c'est vraiment une rivière virtuelle. Non, elle existe. Elle existe. Alors, Géologiquement, il y a une rivière qui sort ou c'est virtuel? C'est pas tout à fait ça. Tu as montré mais C'est un canal. parce que en fait, la rivière souterraine, elle vient de dessous Ah bon? le temple de Brahmayani. Et ce que tu as montré, le petit Oui, canal c'était un petit qui canal, existe, oui. Oui. ça a été construit pour Désolidariser. pour visualiser. que la confiance soit à cet endroit-là. Oui. Mais la troisième rivière est invisible. Elle existe. Elle est autrement. invisible, c'est ça aussi quand même. Et elle existe. Il y a vraiment une source qui fait la troisième. Les gens disent qu'il y a un courant, etc. Ah oui, les gens disent. Mais c'est pas un fait particulier à Panaoti. Il y a des Oui, oui, tribénis, mais il y a des tribénis ailleurs au Népal qui sont des grands lieux de pèlerinage. Bon. Et cette troisième rivière est souterraine et invisible. On Alors, est là ils quand ont même fait dans ce le domaine canal du pour symbolisme désolidariser. religieux. Oui, Pour désolidariser le Tribéni. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et alors, autant la modernité, on l'a vu dans l'extension du tissu urbain, autant au niveau religieux, parce que moi j'y suis retourné à peu près tous les ans au Népal depuis, même parfois 2, sinon 3 fois par an, la vie religieuse n'a pas été tellement affectée par la modernité. Enfin, le dernier pèlerinage, la dernière Makarmala a réuni près d'1 million de personnes, 1 million de pèlerins. La vie religieuse dans les maisons est toujours très vivante. Les temples de Ganesh, les temples de Nasadyo, le dieu sont toujours vénérés. Donc il n'y a pas eu une déperdition. Je veux dire que la vie, le bâti s'est étendu, les maisons ont été surélevées, mais ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, ce qui fait l'essence aussi de la culture néo, n'a pas tellement été affecté. Et c'est moi toujours ce que je dis, c'est que évidemment, c'est quand on voit le développement de ces villes néoires, on est la pollution, la fin des fenêtres sculptées, etc. Mais ça c'est un fait. Mais dès qu'on rentre dans les maisons, on est dans un autre monde et on retrouve le monde ancien. Là, c'est une conclusion de mes recherches.
Et cette nouvelle extension de la ville, ce sont des Néoirs ou ce sont des Tamangs des environs qui viennent habiter là? Oui, c'est beaucoup plus mêlé comme C'est beaucoup plus mêlé comme population. Donc avant, il n'y avait pas de mélange. il y avait vraiment- Mais alors, c'est beaucoup plus mêlé, mais comme ailleurs au Népal, construire une maison et la louer, donc ils ont de l'argent à Panaoti. Les terres sont très riches, hein, et il y a beaucoup d'argent qui rentre grâce aux récoltes et grâce au commerce. Donc les habitants de Panaoti ont construit des maisons qu'ils louent tout autour dans l'extension. Les Ça, touristes. Non, aussi il y a des commerçants, à des gens qui veulent s'établir, parce qu'il y a des écoles aussi. Il y a tout ça, il y a des gens, notamment des jeunes Tamans qui peuvent s'installer pour suivre des écoles à Panaoti. Donc, et l'argent est investi beaucoup, malgré les tremblements de terre. Ici, pas tellement, on ne les ressent pas tellement, mais beaucoup investi dans le mobilier, dans l'immobilier. Non. Quelle est la relation entre la religion hindouiste et la région Bouddhiste. locale? La région... On a vu les vaches, par exemple, on pense immédiatement à l'hindouisme. Oui. Panaoti est une ville très hindoue. Panaoti est une ville très hindoue. Les Shrestha, les castes les plus importantes d'un point de vue numérique, les castes néoirs, sont des castes hindous qui font appel à des brahmanes pour célébrer leur rituel. Et les vaches que vous avez vues, bon, elles sont vénérées, etc. On est, bon, les temples de Matrika, le temple de Shiva, Indra, bon, sont les grandes divinités du panthéon hindou. Comme je l'ai dit, parce que la religion néoire est fondée un peu sur un syncrétisme entre le bouddhisme et l'hindouisme, en plus d'éléments peut-être plus anciens qui se sont mêlés à ces deux religions. Mais c'est vrai qu'ici, l'élément hindou prédomine à tous les niveaux. On a vu les stupas, on a vu dans les chocs qu'on a vus, c'est des chocs aussi qui appartiennent à des senju, une caste hindoue. Mais il y a deux petits monastères qui ont un lien avec Namo Buddha, qui est un grand centre bouddhiste dans du voisinage. Et c'est tout, enfin, bon, c'est assez limité. Alors que Patan, quand on va dans d'autres villes à Katmandou, on est complètement dans le bouddhisme. Ici, on est dans l'hindouisme. Il y a des Occidentaux qui vivent régulièrement là-bas? Plusieurs mois par an, oui. Parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça a un côté un peu champêtre. Bon, on a vu les extensions, mais c'est quand même parfois c'est plus agréable d'être là que dans un hôtel à Patan ou à Katmandou. Il y a quelques occidentaux, mais pas beaucoup, très peu. Mais il y a aussi des occidentaux à Bhaktapur, enfin bon. Surtout dans ces nouvelles maisons construites par Rabindranath Puri, là, qui concilient l'architecture ancienne avec le confort moderne. Parfait. Merci beaucoup. Alors, j'ai oublié de vous montrer, oui, il y a une réédition chez Payot de mon livre Les tambours de Katmandou. Il y a 2 chapitres sur Panaoti. C'est un peu comment j'ai vécu à Panaoti. Et puis sur la fête, ça c'est facilement accessible. Ça c'est beaucoup, parce que j'ai participé à un colloque aux États-Unis et il y a eu un livre qui est sorti depuis, Sin and Sinner, les pêcheurs et les péchés et les pêcheurs. Et il y a donc un chapitre que j'ai écrit sur la Macarmela, sur le pèlerinage, une étude un peu fouillée, un peu développée de ce grand pèlerinage. Avec une photo d'ailleurs de Brahmayani, une photo de Panaoti qui fait la couverture de ce recueil d'articles. Voilà. Vu que vous parlez des tambours, est-ce qu'il y a quelque chose dédié à la musique ou non? Oui, dans ce livre, oui. À Katmandou c'est très fort. Ici il y a des tambours, mais les tambours sont associés beaucoup dans la culture néoise, la société néoise, aux castes de paysans. Et ici il n'y a pas beaucoup de castes de paysans. Mais il y a toutes les fêtes. Lors de toutes les fêtes, il y a des orchestres de tambours, de cymbales, et de flûtes, etc. Pierre Clément, tu as peut-être un mot à dire, puisque c'est quand même toi qui as dirigé la première la collection. Fidèle, parmi les fidèles. Qui est l'éditeur alors?
Alors, Vajra Books. Vajra Books, c'est un petit éditeur, enfin, c'est un des plus gros éditeurs népalais. Enfin, il n'est pas si petit, il est petit pour nous, mais il n'est pas si petit que ça pour. Il a une petite collection, c'était un petit tirage qu'il a fait, et il a une petite collection de livres français d'ailleurs, et c'est très bien fait. Et ils ont un matériel, on ne dirait pas que c'est du repiquage, hein, c'est très très bien fait. Et il n'y a que donc la page un peu qui explique ce que l'on fait maintenant et la couverture qui a changé. J'ai été tenté à un moment donné d'écrire une nouvelle préface, un nouveau texte pour mettre en relation avec le Népal contemporain, mais finalement je crois que c'était mieux comme ça. Non, la seule chose que je peux dire, c'est dans quel contexte ça s'est intégré, la publication de ce livre-là. première version. Ben, ils ont publié, il y a eu quand même, si c'était à la suite de la réédition, aussi par Vajra, d'un livre que j'avais publié, que j'avais dirigé, qui s'appelait L'homme et la maison en Himalaya, auquel participaient aussi nos amis architectes, et qui essayait de couvrir un grand nombre de types de maisons au Népal et en Himalaya. Et ce livre a été traduit ensuite grâce à une aide de l'ambassade de France à Delhi en anglais, publié en anglais, et il avait disparu de la circulation, et cet éditeur Vajra Books a republié très très bien, quelques années plus tôt, L'homme et la maison. Et là j'avais fait une préface, donc quand j'ai vu le résultat, c'est lui qui m'a proposé, pourquoi je fais ça, bon, et bon j'ai accepté, hein, pourquoi pas. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que pour la première édition, il se trouve qu'on travaillait dans un centre de recherche architecturale qui était installé à l'École des Beaux-Arts. On reste dans le lieu. Et que, à l'époque, il y avait très peu de livres sur l'architecture. Et donc, on avait un peu pour mission de soutenir l'édition architecturale. Donc, on a créé auprès d'un certain nombre d'éditeurs des collections d'ouvrages, dont cette collection architecture chez Berger-Levrault, qui cherchait à montrer une perspective d'architecture comparée, des choses différentes, et particulièrement évidemment les travaux faits en collaboration par des ethnologues et des architectes qui, comme tu le disais, étaient naissants comme discipline. Il y a eu la maison chinoise, il y a eu le Yémen, et puis il y a eu le travail des Alexandrov. Hein, oui, ça. sur il y a eu climat et architecture. Ouais. Il y a eu 4. Ça s'est arrêté à 4. Oui. Tandis que pour la réédition, il n'y a pas eu de cadre, c'était des relations personnelles que je pouvais avoir avec cet éditeur népalais. Et vous avez eu des relations avec ce qui reste de Berger-Levrault ou pas, pour le faire? Ce qui existe de Berger-Levrault n'existe pratiquement plus. Hein. Il n'y a pas d'héritage. Mais je dois dire que bon, ce livre aussi vient après. Il n'y a pas que les Français qui se sont intéressés à l'architecture néwar. Il y a eu beaucoup de travaux par des Allemands, des Autrichiens, consacrés à manière un peu différente de ce qu'on a fait, je pense. Il y a un côté original dans ce qui a été fait. Mais notamment Niels Gutschow a publié il y a quelques années en Allemagne ou en Autriche, je ne me souviens plus, 2 volumes énormes sur l'architecture néwar qui, bon, c'est quand même, vous avez vu, hein, c'est quand même pas une architecture banale, quoi. C'est très travaillé, très pensé, beaucoup d'artisans, de travail du bois, bon, de la pierre aussi, bon, de la brique. Donc tous ces éléments-là font quand même une architecture aussi dans le domaine himalayen. C'est pas l'architecture tibétaine, c'est pas l'architecture qu'on trouve dans les collines, c'est une architecture très particulière, très riche. Donc ça a suscité aussi de la part de plusieurs architectes chercheurs, dont notamment avec ces 2 gros volumes de Niels Gutschow, un peu. Nous, on a essayé de travailler un peu dans le mouvement. Enfin, exactement, moi je pense que je ne connais pas les ouvrages, donc c'est peut-être difficile à dire, mais je pense qu'il y a eu une interaction quand même entre c'est ça. L'anthropologie et l'architecture qui a fait qu'on a vu la dynamique urbaine, enfin c'était quand même... mais voilà, donc vraiment riche. Cet ouvrage, quand même, ce Panauti est rentré un peu dans
dans le forum un peu des études qui ont été consacrées à ce domaine-là. Excuse-moi, pourquoi Panauti? Est-ce que ça signifie que c'est une ville symbolique du Népal ou quelle est la raison pour votre intérêt vers Panauti? C'est une ville sainte à cause de cette confluence de Tribéni, de cette notion de confluence de trois rivières. C'est ça qui fait la sacralité de la ville. Hein. Et il y en a d'autres villes importantes, avec aussi beaucoup de pèlerinages sur l'ensemble du Népal et aussi en Inde. Donc on est ici quand même dans un domaine indien, hein, on n'est pas... Bon. C'est ça qui fait la sacralité, avec une légende liée à Indra, à Parvati, à Mahadev, à Shiva. Et puis, bon, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais ça appartient aussi à une géographie sacrée de Shivaïtes, avec des morceaux du corps de Sati qui sont tombés en différents endroits, qui sont des pitas qui constellent la vallée de Katmandou. Donc voilà, ces éléments mythologiques sont très importants dans la définition de cette ville sainte ou ville sacrée. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait l'UNESCO avec John Sandé qui était dans le centre de Katmandou, il y avait Bhaktapur avec les Allemands, et il y avait le CNRS. Et le CNRS ont cherché un petit peu un endroit où on pourrait travailler, et justement il y avait une échelle, 3000 habitants, qui n'était pas trop grande, sur laquelle on pouvait travailler, appréhender plus facilement l'ensemble. C'est un petit peu, et puis il y avait beaucoup d'éléments intéressants, donc le choix s'est porté là-dessus. Il y a eu aussi un autre élément important dont on n'a pas parlé, c'est le rapport quand même avec la population. On a eu un accueil extrêmement favorable dès le départ des habitants de Panauti qui, ils sont malins, hein, ils ont vu des architectes arriver, ils ont dit « Ah ça y est, on va restaurer la ville », parce que Bhaktapur avait déjà été restauré ou en cours de restauration. Et ils se sont dit, ils ne se sont pas trompés d'ailleurs, et donc l'accueil a été, et encore jusqu'à aujourd'hui, on a un accueil très chaleureux de la part des habitants de Panauti. Et si vous avez pu relever la ville, c'est quand même interroger, c'est avec... on avait des interprètes qui étaient les habitants de la ville, on parlait en anglais avec eux, et donc on était vraiment plus proche des habitants, effectivement. C'était un élément... pas toujours facile de travailler avec les Néoirs, mais surtout en milieu paysan, mais là on était dans un accueil très très favorable. Parfait, merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, comme Adrien filme et que le film sera mis sur le site, vous me donnez les titres des différents livres qui ont été republiés, comme ça on les indiquera d'accord, très bien. parallèle, et éventuellement l'adresse où on peut commander. D'accord, très bien. Je l'indiquerai également sur le site. C'est très bien alors, hein. C'est pas facile. Merci. Merci beaucoup.